Alors bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un Insta Live avec une femme, vous allez voir, une femme qui est hors du commun. Alors chez Dare Woman, donc vous êtes en ligne, en direct avec Dare Woman ce soir. Pour notre, je ne sais pas combien on en est, peut-être 14e ou 15e Insta Live, où nous allons le plaisir d'accueillir ce soir donc Oriane Aymar. Vous allez voir, Oriane Aymar, elle est alpiniste, enfin himalayiste, pardon, auteure, mais pas que. Parce que des femmes audacieuses, on en a interviewé beaucoup chez Dare Woman, mais alors Oriane, c'est pas une femme audacieuse, c'est plein de femmes dans une femme. Elle va nous rejoindre. En attendant, pour ceux qui ne connaissent pas Dare Woman, donc un petit mot pour vous dire que Dare Woman, c'est quoi Dare Woman? C'est une association que j'ai montée il y a 1 an et demi en rentrant de 10 ans de vie à l'étranger. 1 an autour du monde sur un voilier avec mon mari, mes 4 enfants, puis 4 ans à Istanbul puisqu'on ne voulait pas rentrer, en fait on voulait continuer l'aventure, puis 3 ans en Californie où là j'ai découvert entre autres la solidarité entre femmes et l'audace. L'audace de ces femmes californiennes qui n'ont peur de rien et qui arrivent à s'accomplir dans leur vie en passant de l'autre côté de la peur. Donc c'est en rentrant de Californie que j'ai créé Dare Woman. Aujourd'hui c'est un réseau international qui a pour objectif donc d'accompagner et de faire briller les femmes. Qu'est-ce qu'on fait chez Dare Woman? Alors évidemment, on a un réseau avec des adhérentes, donc on est aujourd'hui plus de 1000 sympathisants Dare Woman en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au Liban. L'idée, c'était de se dire que en fait, l'audace, comme c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on acquiert, eh bien, on voulait le faire acquérir à de plus en plus de femmes. Bonsoir Anne-Sophie, c'est une Dare Woman. Bonsoir Jaja, c'est une Dare Woman, qui sont là ce soir. Merci. Toujours fidèle au poste. Et l'idée, c'était de se dire, mais comment on fait pour avoir de l'audace? Comment on fait pour être audacieuse? Eh bien, pour être audacieuse, on peut essayer plusieurs chemins. Un des chemins, c'est d'aller à la rencontre de femmes audacieuses. C'est ce qu'on va faire ce soir. On va aller ce soir à la rencontre d'Oriane Aymar, vous allez voir, qui devrait bientôt arriver, qui est une femme plus qu'audacieuse. Pour moi, elle est sur le podium parce que, en fait, on ne devrait pas faire un interview, mais on devrait faire un film de sa vie, tellement elle a vécu des choses absolument incroyables. Donc on part à la rencontre de femmes audacieuses à travers des dare trips et à travers donc, des voyages à la rencontre de l'audace qu'on a déjà fait plusieurs fois à Beyrouth. On part aussi à leur rencontre par des interviews, par des soirées. Alors Oriane me dit qu'elle ne voit rien. Ah, Oriane, il faut que tu... Ah voilà, hop, là voilà Oriane. Oriane, normalement, annulé. Alors, on a eu un petit problème cet après-midi. J'espère que ça va marcher. Alors, Oriane, est-ce que, Oriane, tu peux refaire une demande de connexion? Parce que normalement, en mettant juste à 4G, Oriane est évidemment, pour une himalayiste, elle ne peut pas être à Paris ni dans une ville. Oriane essaye de nous rejoindre depuis Chamonix, comme elle a de la chance. Bonjour la Bretagne, Laurence qui se connecte de Saint-Malo, donc on a la mer et la montagne. Voilà, alors en attendant Oriane, Dare Woman, des Dare Trips à la rencontre de personnalités audacieuses, des Dare Talk avec des rencontres inspirantes, des hommes et des femmes, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que dans Woman, il y a Men, il y a des hommes, donc Dare Woman, ce sont des hommes et des femmes pour aider les femmes à être plus audacieuses, à être plus en lumière. Et ce sont des Dare Tools. Les Dare Tools, ce sont des outils qui nous permettent d'être plus audacieuses, un peu calqués sur ce qu'ont fait les Californiennes. Bonsoir Montpellier, il y a aussi Sophie de Montpellier. C'est sympa, il y a toute la France en fait, plus l'étranger. Donc les Dare Tools, ce sont par exemple, on les fait aujourd'hui sur le web, donc on a eu comment oser prendre la parole en public, oser le conflit, on a eu oser avoir confiance en soi, la gestion émotionnelle pendant le confinement, voilà, des tas de sujets comme ça, et je vous dirai à la fin de l'entretien les prochains, parce qu'on va avoir un programme, très dense pour les derniers mois de l'année et l'année prochaine. Alors,
J'essaye encore de faire venir Oriane. Je ne sais pas pourquoi. Oriane, envoyer une demande. Voilà. Voilà, Oriane devrait arriver. Je suis en attente d'Oriane. J'espère que ça va marcher. La voilà. Ah, ça marche. Alors, j'ai dû Ça marche. changer de position. Donc là, je suis près de la fenêtre. Donc, j'espère que ça va aller mieux. Bon, bah écoute, là, ça va. Donc, on est super contente parce que j'avoue que j'ai eu un peu peur. Moi Voilà, aussi. donc, Bah, désolée alors, hein, il y a des problèmes de bah, pas connexion. de Ça problème. passe moins bien dans la vallée. Ça m'a permis de parler un petit peu de Derwen. Bonsoir Stéphanie. Il y a encore, il y a toute la France qui est là, hein, qui te regarde. Ah bah, il y a la Suisse. Maintenant, ça doit être de ton côté. On a Saint-Malo, on a Montpellier, on a Paris, on a Boulogne, on a Lille, on a bon, des tas de gens comme ça, d'Airwomen et autres qui te regardent ce soir. Alors moi, je vais te dire merci parce que ce soir, ça va être une grosse soirée pour tout le monde. Donc toi, tu vas nous faire prendre un immense bol d'oxygène avant des annonces qui vont pas forcément être très, très Non. marrantes. Donc, merci d'être là ce soir, Oriane. Merci pour m'avoir invitée. Et avant de te donner la parole, je vais juste très vite parce que je disais avant que tu arrives que c'est pas une interview qu'on devrait faire sur toi, mais c'est un film, même c'est une série en fait. C'est même pas un film, c'est une série. Parce que malheureusement, il y a Dijon qui est là aussi. On va pas pouvoir, et Sceaux, ta ville d'origine, j'allais le dire, Oriane est née à Sceaux dans le 92. Elle n'est pas née au Tibet ni dans l'Himalaya, mais elle est Pas née à du tout. et oui, une série télévisée, parce qu'en fait, en préparant l'interview, je me disais, mais par où je vais commencer? Qu'est-ce que je dois enlever? Donc, tu vas me pardonner, on va pas pouvoir Non, passer bien sûr. Et puis, on a pris un peu de retard en plus. Mais bon, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Non, parce que tu as une vie qui est tellement multiple que, voilà, de toute façon, on n'aurait sans doute pas pu aborder. On va essayer quand même de donner les moments importants. Donc, pour ceux qui nous regardent, Oriane, c'est une femme qui est née à Sceaux, dans le 92, qui a eu un brillant bac S et qui est partie après ça. Je regarde mes notes parce que je ne peux pas tout retenir. Voilà, elle est partie faire un DUG de biologie. Et puis, premier appel, tu as quand même un premier appel à 19 ans. Oui, alors donc j'ai fait des études en biologie et puis avant de commencer la biologie marine à Brest pour ma licence, donc on était loin des hauteurs himalayennes. Je suis partie sur les chemins de Compostelle et donc à l'époque j'avais 19 ans et le chemin n'était pas vraiment fréquenté, c'était en 98 et je suis partie toute seule du Puy-en-Velay. Donc de l'Auvergne jusqu'au Finistère espagnol, donc 1700 km toute Voilà, seule. un mois Et et demi. voilà, et c'est une expérience oui, qui m'a transformée et qui m'a fait prendre conscience que tout est possible. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, c'est un petit peu ça. Puis j'ai senti aussi, euh, j'ai pris conscience également d'une force en moi voilà, que je ne soupçonnais pas. Et voilà, donc Et ça a été ça une a été, expérience très forte. voilà. Et ce que tu m'as dit, c'est que cette force-là, tu la retrouves à chaque fois. Tout En à fait, fait. hein, C'est au cours de tout une ça. forme de présence, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et c'est cette présence et cette force qui m'a aussi accompagnée jusqu'au sommet du Lhotse et voilà, dans différents moments de ma vie. Alors, tu fais le chemin de Compostelle, mais donc là, l'appel du chemin, la révélation que tout est possible, parce que tu m'as raconté, c'était très dur quand même, toute seule, tu n'as que 19 ans, le chemin n'est pas fréquenté, c'est pas facile. Puis je n'aimais pas marcher, faut dire, à Et l'époque. en plus, Donc, tu n'aimes pas marcher. Donc, j'ai appris à aimer. Maintenant, j'aime beaucoup. Il vaut mieux. et ça t'a donné un déclic pour aller beaucoup plus loin quelques temps après, puisque tu es parti. Voilà. Voilà, Entre deuxième ma appel. licence, comme j'avais un petit peu d'avance à 20 ans, entre ma licence et ma maîtrise, donc en biologie marine, je suis partie, j'ai fait un voyage de 14 mois enfin, autour du monde. Et Là, tu as c'est quel là où âge? Juste pour nos. j'avais 20 ans. Tu as 20 ans. Attends, parce que Voilà. toi, tu racontes ça comme si c'était normal, mais non. Donc, tu es parti à 20 ans, seul, Voilà. seul, Seule, exactement. J'ai 14 fait mois, 14 voilà, 8 mois. mois en Amérique enfin, Amérique latine et puis un peu en Australie. Puis j'ai terminé sur l'Asie du Sud. Et là, c'est là où j'ai découvert le Tibet, le Népal et l'Inde du Nord. Et ça a été voilà, un coup de foudre. Et puis
Je pense que oui, j'étais enfin, je me suis sentie chez moi dès que je suis allée là-bas, un peu comme ma deuxième maison. Donc, tu pars 14 mois. Là, on n'a même pas le temps de raconter tout ce qui t'arrive, mais forcément, il t'arrive évidemment plein de choses. Tu as ce coup de foudre pour cette partie du monde. Ouais, tout à Une fait. rencontre aussi spirituelle, on peut le dire, avec Ouais. une spiritualité, l'hindouisme, le bouddhisme, hein, qui est quelque chose Mhm. qui te porte encore aujourd'hui, très forte, une connexion qui se fait, Mhm. et cette région dont tu tombes amoureuse, on peut dire ça. Amoureuse. Voilà. Voilà. Et la première fois que je vois l'Everest, c'était lors de mon mémoire. En fait, je suis allée faire ma recherche pour mon master que je faisais à la LSI à Londres. Et j'avais fait mon mémoire sur les questions tibétaines, enfin la politique sociale au Tibet. Et je m'étais rendue, donc là, j'avais déjà 22 ans, j'étais retournée au Tibet. Et c'est là que j'ai eu l'occasion d'aller au camp de base de l'Everest. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'Everest, enfin la Chomolungma, donc c'est la mer de l'univers, voilà, que j'ai vu de près. Et ça, cette image de l'Everest ne m'a pas quittée depuis. Enfin, c'est resté. Excuse-moi, Oriane, je te mets en pause. Je te mets en pause une seconde parce que j'ai un petit souci d'enregistrement. Une seconde. Parti. Voilà, excuse-moi. Donc, oui, parce que alors là, les téléspectateurs, ils ne savent pas, mais elle a fait son doc de biologie, puis une licence, puis un master, puis elle est partie à Londres, parce que, en fait, on passe sur ta vie là aussi jeune très, très vite, mais tu es rentrée à la London School of Economics, faire un master en politique sociale, donc tu repars faire ton mémoire au Tibet. Et là, il me semble bien m'avoir dit que tu voulais aussi repartir pour ce mémoire et apprendre le tibétain. En fait, bon. Alors, oui, je suis partie, en fait, j'ai commencé un doctorat à la London School of Economics et j'ai dit à ma directrice de thèse à l'époque, je pars dans le nord de l'Inde apprendre le tibétain. Et en fait, le voyage, voilà, les choses ne sont pas déroulées exactement comme prévu. T'as quel âge là, Oriane? Je suis 23 ou 24, 24, pardon, 24. 24. Et là, on va en parler parce que je crois que c'est à ce moment-là. Voilà, et en fait, à ce moment-là, au bout de 4 mois en Inde, donc j'ai pas vraiment appris le tibétain, je suis plutôt, voilà, je me suis un petit peu baladée et là, j'étais en fait, j'ai eu, ma vie a basculé là-bas, c'est-à-dire au bout de 4 mois, j'ai eu une hémorragie cérébrale au lobe frontal droit, voilà, la nuit du 16 au 17 avril. Voilà, 2004. Et donc là, j'ai frôlé la mort. Enfin, j'ai vu la lumière, il n'y avait plus de temps, plus d'espace. Et je me suis retrouvée. Tu as appelé tes parents pour leur dire adieu? Je me suis retrouvée à l'hôpital militaire à Dehradun, où là, voilà, en effet, quand j'ai repris conscience, j'ai dit adieu à mes parents au téléphone et je me suis préparée à mourir. Voilà. Alors, Finalement, voilà. Ce qui arrive, juste essayez de vous imaginer. Vous êtes au fin fond du Tibet. On est au Tibet. Alors moi, en Inde, c'était dans le nord de l'Inde. Voilà. On est dans le nord de l'Inde. Oriane, tu as 25 ans, ça fait 4 mois que tu es là-bas. Tu partages heureusement ta chambre avec une femme qui te voit pas bien du tout la nuit et c'est grâce à elle que tu es sans doute aujourd'hui là. Tu es seule, tu es toute jeune parce que 25 ans c'est encore très jeune et il fait froid, enfin voilà, et juste pour essayer de s'imaginer ce qu'on ressent, c'est quand même quelque chose d'horrible, non? Moi, en fait, tout s'est effondré quand je me suis retrouvée sur le lit d'hôpital et je suis croyante et voilà, mais c'est vrai que sur le coup, je l'ai vécu voilà, comme une injustice et je me suis dit mourir maintenant, si jeune, si loin de mes parents, surtout de ma famille, en Inde, toute seule. Voilà, ça a été. Et alors, quand même, ce que tu peux raconter, c'est que toi, tu es une femme qui croit aux signes. Ah oui, alors oui, tout à fait, parce que le jour où j'ai eu l'hémorragie cérébrale, quelques heures avant, donc j'étais à côté, en fait, j'ai eu l'hémorragie cérébrale à côté de la tombe d'une sainte indienne qui s'appelle Manandamayi, qui est la mère de la joie et qui était peut-être la leader religieuse la plus connue en Inde au XXe siècle, qui a eu voilà, des millions de disciples.
Et il se trouve qu'en fait, quelques heures avant l'hémorragie, j'étais pas à côté de la tombe et il y avait eu cette rencontre avec un professeur Canadien. canadien en sciences des religions, spécialiste en hindouisme et en bouddhisme. Et voilà, donc je l'ai rencontré, je lui ai parlé de mon doctorat à la LSI, mais que j'avais plein de doutes parce que finalement, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier les religions, etc. Et au final, voilà, bah, c'est Au final, bizarrement, c'est arrivé, voilà. voilà, c'est arrivé ce jour-là, le jour où j'ai eu l'hémorragie, où toute ma vie a basculé. Alors, Et c'est comme ça, voilà. C'est oui. comme ça. Après, par la suite, je suis rentrée en France. Après, Attends, je rajoute quand même une chose, Oriane, parce que moi, j'ai tout noté. J'ai des choses que je n'oublie pas quand je t'ai posé les questions. Tu t'étais déjà fait rapatrier. ah oui, tout à fait. 3 ans avant, j'étais à Voilà. l'UNESCO, À j'étais en Indonésie, Jakarta, à Jakarta, et en fait, j'avais la dingue, et en fait, j'ai eu des en mission complications. humanitaire. Attends, je précise, tu étais à Jakarta en mission humanitaire. Non, pas en mission Pas en mission humanitaire. C'était humanitaire. à l'UNESCO, c'était une étude scientifique, enfin, D'accord. voilà. OK. Et Et, donc, et donc, en fait, on a découvert à ce voilà, moment-là, à ce moment-là que en fait, j'avais une malformation au lobe total. frontal droit. Mais on m'a dit, a priori, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'opérer, tout ira bien, voilà, vous pouvez vivre votre vie normalement. Et en fait, 3 ans après, ça s'est déclenché sans aucune raison spécifique, donc à côté de la tombe de cette femme sainte. Et Et voilà, tout ça. voilà. Et avec cette rencontre de cet homme canadien, on en parle, c'est important, Oui, que tu te fais rapatrier, je me fais rapatrier, je tu me te fais fais opérer. opérer et Voilà. même pas encore guéri parce que tu m'as raconté quand même t'étais quand même pas très bien. Alors là, tu es à Paris, tu es rentrée, donc elle est partie. Hein. On résume hein, pour ceux qui arrivent. Hein. Ouais. Elle est partie 1 mois et demi faire Saint-Jacques-de-Compostelle toute seule à 19 ans. Après, elle part toute seule à 20 ans faire 14 mois autour du monde. Amérique du Sud, Amérique, enfin tout, l'Australie, tombe amoureuse du Népal et du Tibet. Revient, repart à Londres faire la London Economic School parce que quand même ça suffisait pas à tout ce qu'elle avait fait avant. Pour faire son mémoire, repart au Tibet, 4 mois, a un accident très grave, pense mourir, revient, donc à ce moment-là, fait une rencontre le jour même avec la tombe d'une sainte dont tu vas écrire un livre, on peut déjà le dire, hein, là. Voilà, qui s'appelle le livre, parce que par la suite, donc j'ai fait, au final, j'ai Attends, atterri. je te coupe juste parce que tu reviendras juste pour que les gens te situent. Et là, hop, tu Oui. t'es opéré, tu reviens à Paris, tu restes quoi, 4 mois, 6 mois. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle part au Canada retrouver ce professeur canadien pour ton. Alors là, on en est Voilà, où? pour faire ma thèse en Voilà. hindouisme. Donc là, je suis repartie depuis le départ parce que j'avais pas de connaissances, en tout cas académiques en sciences des religions. Et donc voilà. Et puis au final, j'ai fait ma thèse un doctorat, un PhD en sciences des religions, et j'ai fait ma thèse sur donc cette sainte Mananda Mahi. Voilà. Voilà. Donc là, tu vis à Montréal, ça se passe Voilà. bien. Mhm. C'est vrai qu'il faut qu'on essaye d'aller vite sur toute Oui. cette partie parce on voudrait bien monter. Alors, après Montréal, qu'est-ce qui se passe après Montréal? Alors après Montréal, en fait, je quitte la vie Montréal après mon doctorat et je rejoins le CICR, le Comité Voilà. international de la Croix-Rouge. Donc là, attention, on va quand même préciser que pour rentrer au CICR, c'est extrêmement difficile. Tout le monde le sait. Que toi, tu postules en disant jamais je serai prise et ping, tu es prise du premier coup. Hop, direction Genève. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, on va le faire court. Direction Genève, parce que moi je la connais, la vie d'Oriane, elle m'a tout raconté. Moi j'ai plein de détails, donc pas tout, évidemment, parce qu'elle est trop longue, ta vie, même si tu es jeune, elle est très longue. Mais elle rentre au CICR, et là, on l'envoie au Burundi, la deuxième ville Voilà. du Burundi, mais qui est une ville quand même toute petite. Vous êtes Un 3, village, un peu, un voilà. village. Voilà. Donc là, t'as quel âge? T'es jeune encore là. J'avais, non, j'avais 30 ans. Alors, Enfin, on me demande s'il y a une ans. histoire d'amour avec le professeur canadien. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Ah non, non, non. Non, Même c'était pas. vraiment. Non, non, c'était purement pour les. Non, non, après, j'ai eu une C'est histoire purement d'amour au intellectuel. Canada, mais Ah, mais rien ça à avec le voir prof. avec ce qui me regarde. Donc Non, non. là, Burundi pendant 1 an, de mémoire, Ah oui, 1 an, c'est ça. où tu es chargé par la Croix-Rouge de faire un état des lieux des prisons au Voilà. Burundi. Donc, Je visite dur. j'évalue les conditions de détention des détenus au Burundi. J'essaie de les améliorer. Voilà. 1 an, c'est pas 2 mois, c'est 1 an. Donc Oui, là, c'est ça. pareil, au fin fond de l'Afrique,
c'est peut-être la deuxième ville du Burundi, mais tu m'as dit, il n'y a rien. Enfin, c'est quand même comme un village, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est ça. C'est très isolé, disons. Ouais, très isolé, donc socialement quand même dur. Évidemment, très peu de vie, pas de vie personnelle. Hein, ta vie est Non. limitée. Et après, Après, l'alignement je des suis. planètes, tu changes de mission. Et Et je là, suis envoyée en Haïti, voilà, juste après le tremblement de terre. juste Et après, donc là, je fais toute l'urgence post-tremblement de terre. Moi, je suis restée 14 mois là-bas. Alors, donc, j'ai fait l'urgence post-tremblement de terre, l'épidémie de choléra, les ouragans, parce qu'il y a eu ouragans, les violences post-électorales. Et comme je m'occupais des quartiers difficiles qui étaient contrôlés par les gangs, c'était assez voilà. compliqué. Alors là aussi, je fais stop. Donc, Oriane, qui Voilà. était devant vous, donc était quand même au contact des gangs à Haïti, en pleine épidémie du choléra et après le tremblement de terre. Voilà, c'est juste. Je Voilà. pense que quand j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un interview, mais que c'était une série télé qu'on devait faire sur toi, je pense qu'on commence à comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc, tu restes là-bas, combien de temps? Tu dis 14 mois. 14 mois. Donc, tu restes 14 14 mois mois. Et ça a été, je pense que si je dois faire un parallèle avec mon ascension au Lhotse, c'est vrai que le Haïti me semble être assez approprié parce que c'était une succession, en fait, le contexte était chaotique, c'était une succession de crises et ça n'arrêtait pas. Et sauf que la différence du Lhotse, au Lhotse j'étais seule parce que bon voilà, ça c'est pas, j'étais pas vraiment soutenue par mon Oui. équipe. On en Alors, parlera par la suite. on verra par la suite. Mais voilà, en Haïti, bon, il y avait toute l'équipe du CICR, donc c'était quand même très différent. Mais bon, quand même, alors, c'est difficile avec toi l'interview parce qu'en général, je dis, mais alors à quel moment vous êtes devenue audacieuse? Mais toi, tu as été très vite audacieuse. Tu m'as dit, tu as un père qui est entrepreneur, donc il vous a. Bon, voilà, donc, parce que, en fait, je dis toujours, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une chercheuse à Houston qui a fait des recherches sur l'audace et qui dit, personne ne naît audacieux. Donc, en fait, c'est quelque chose qui. On a tous la graine de l'audace en soi et il faut la faire pousser. Alors, évidemment, quand on a des parents qui sont eux-mêmes dans l'action et dans l'aventure et dans l'audace, et ben la plante de l'audace pousse plus vite. Mais parfois elle pousse moins vite. Et en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'elle peut pousser à n'importe quel moment de la vie. Toi, elle a poussé très vite, très haut. Donc après, ta vie est une succession d'actions audacieuses, en fait. Hein. Je pense même pas tu t'en rends compte, mais quand on t'écoute, on se dit waouh, c'est quand même. C'est vrai que je ne m'en rends pas forcément compte. Et c'est vrai que même pour l'ascension du Lhotse, j'ai pas eu l'impression. On en parlera après de mon retour du Lhotse, mais j'ai pas eu l'impression que ça soit un accomplissement en tant que tel. En fait, je me suis pas. Alors, on va vite aller à la montagne. Donc là, voilà. donc après Haïti, voilà. Après Haïti, elle s'ennuie, donc elle part à New York. C'est après Haïti, non? New York, tu pars à New York, voilà, en tant que chercheur invité à l'université de Columbia. Voilà, mine de rien, comme dit, exactement, paf, 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 chercheur invité. Tout le monde n'est pas chercheur invité. Elle fait un petit tour à Harvard, parce qu'on n'est pas loin. Hein, quand on est à New York, on est tout près de Boston. Donc, tant qu'à faire, eh ben, les gens d'Harvard s'intéressent quand même à Oriane. Et bon, voilà, donc un petit tour quand même à Harvard. Elle écrit son livre sur voilà, qui s'appelle When a Goddess Dies, donc quand une déesse meurt, et donc qui finalement qui parle de cette femme Ananda Maï et du devenir de son culte après sa mort. Donc qu'est-ce qui se passe en fait après sa mort? Bon, alors on fera une interview juste sur elle parce que c'est quand même une histoire passionnante, elle aussi, tu m'as raconté. Donc voilà, c'est cette femme très, très, très humble à la quête de soi-même à travers la quête de Dieu. Donc voilà, tout en spiritualité, très intéressante. Oui, on me dit modeste en plus. Ah oui, elle est très, très modeste. Rien, je suis obligée de dire tout ce qu'elle fait parce qu'elle l'a questionnée pour savoir tout ça. Elle est éditée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est éditée par les presses d'Oxford. Hein, c'est pas Université Presse à New York, ouais, tout à fait. C'est pas rien, en anglais. Oui, un parcours de dingue. On me dit quel parcours? Un parcours de dingue. Et puis là, tu cherches du travail. Voilà, je rentre en France et donc je finis par trouver ce qui n'était pas forcément simple, comme je ne rentre pas dans les cases, enfin par rapport à mon profil, mais finalement, voilà, je suis rentrée au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay. Là, j'ai travaillé 4 ans. Avec Laurent Fabius, il faut quand même le dire, tu es
Pas directement, mais c'est eu des réunions avec lui. Mais je travaillais au centre d'analyse de prévision et de stratégie où je m'occupais des questions religieuses et notamment enfin, tout ce qui a trait à la radicalisation. Puis c'était pendant l'époque Voilà. des Et là, on attentats. est au Bataclan, on est en plein Charlie, Bataclan. Voilà, Et tu m'as raconté quand même que d'abord, c'est 2014, tu t'occupes des questions religieuses, on est en train de découvrir Daesh, personne voilà, tout à ne fait. comprend rien, tu te retrouves à des réunions entre Cazeneuve, Fabius, Ça, c'était mon arrivée au Quai d'Orsay. voilà, Après, ça ne s'est pas reproduit, là. c'est ton Mais ça a arrivée au Quai été, d'Orsay, c'était le baptême du feu. C'est ça. un baptême du feu, donc centre d'analyse, puis centre de crise. Voilà, tout à fait. Où là, je m'occupais tout ce qui est identification, financement de projets droits de l'homme et également tout ce qui a trait à la prévention de l'extrémisme violent. Il y a l'Égypte qui vient de nous rejoindre aussi. Salut Aude du Caire. Voilà, tu vois, tu as regardé partout. Donc, vous avez vu, là, on n'est pas encore arrivé à la montagne, Coriane. Pas du tout. Imaginez tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu. C'est juste, alors on est passé très vite, mais évidemment, il y a des milliards de choses à raconter sur déjà ce parcours pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Chemin de Saint-Jacques, c'est la petite chose, mais c'est 1 mois et demi seul à 19 ans, 14 mois autour du monde. La découverte du Tibet, la révélation avec le bouddhisme et 7 régions du monde, un petit tour à la London School, Columbia, Harvard, le ministère des Affaires étrangères avec Laurent Fabius sur les questions religieuses. Entre-temps, on a fait PhD au Canada. Enfin bon, voilà. Ottawa aussi. On dit, t'as oublié Ottawa apparemment. Non, Ottawa. ou Ottawa Non, est en direct. j'ai pas de... T'as pas été à Ottawa, mais Ottawa te Si regarde. j'y suis allée, je ne sais même plus pourquoi, mais j'y suis allée, mais j'ai pas de lien à Ottawa. Il y a quelqu'un qui J'ai dit des amis à Ottawa. Ottawa, mais voilà. Et alors, en 2013, là, on va essayer de résumer, tu as l'idée de faire un joli cadeau à ton papa. Oui, alors ça, c'était. En fait, je n'avais jamais pratiqué. Enfin, je voulais offrir un cadeau original et à mon père pour ses 70 ans. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais lui faire? Enfin, qu'est-ce Alors, que. écoutez, Voilà, bien, écoutez bien, parce que des idées de cadeaux comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, je venais de faire une traversée des Alpes, le GR5, en partant du lac Léman jusqu'à Nice. Et j'avais rencontré par hasard un chasseur alpin, enfin un ancien commando, voilà, qui entraînait les troupes en Afghanistan. Il avait amené aussi plein de groupes, des chasseurs alpins en haut du Mont Blanc. Enfin voilà, il a entraîné les troupes. Et puis, et en fait, je lui dis, bah, écoute, j'aimerais pour faire un cadeau original à mon père. Et en fait, il n'a jamais pu aller au sommet du Mont Blanc. Est-ce que tu peux m'y emmener? Ben Et voilà. à l'époque, voilà. Et moi, j'avais jamais pratiqué. En fait, j'avais jamais fait d'alpinisme. Je savais même pas me servir d'un piolet ou quoi que ce soit. Et en fait, bah, j'ai appris très vite parce il m'a emmené tout de suite au Mont Blanc et j'ai par la voie des Trois Monts qui est pas forcément la plus simple. Et du coup, bah, j'avais oui 33 ans. Bah, j'ai commencé, voilà, j'ai découvert l'alpinisme en allant, voilà, en grimpant le Mont Blanc. En faisant un cadeau à ton père. Donc, voilà, en faisant un cadeau à mon père. Mais l'idée, c'était pas, j'avais pas l'idée spéciale de faire le Mont Blanc. C'est je voulais faire quelque chose pour mon père. Et voilà, et c'est comme ça que finalement voilà, la première fois que tu découvres la haute montagne, c'est pas rien. Toi, c'est tout de suite le Mont Blanc. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est Oriane, c'est comme ça. Donc, on va faire de la montagne. On monte au sommet du Mont Blanc. Je sais que ton papa était très ému quand tu lui as ramené le piolet que tu m'as raconté. Voilà. Exactement. Alors, par contre, ce que je dois dire, c'est que j'ai eu, par rapport à mon hémorragie cérébrale, c'est vrai que, bon, suite à mon opération à la tête, quand je me suis retrouvée dans le bureau du neurochirurgien avec ma mère, alors il a dit une chose, c'est que bon, bah, maintenant, faut arrêter la plongée. Donc, moi qui faisais beaucoup de biologie marine et de la plongée, donc voilà. Et il m'a fortement déconseillé l'altitude et puis donc tout ce qui est voilà 3000, 4000, bah, il pensait même pas voilà 8000 ou quoi que ce soit, c'était plutôt ouais, peut-être 5000 maxi, mais déconseillé vraiment l'altitude. Et c'est vrai quand j'ai fait le Mont Blanc, en fait j'ai fait la grande traversée, donc je suis revenue par le refuge du goûter, par la voie du goûter. Et là, en fait, il se trouve que j'ai eu, en fait, mon visage avait gonflé, mes lèvres avaient triplé de volume. Et j'avais, en fait, voilà, un début d'œdème. Et donc après, bon, c'était
me suis un petit peu inquiétée quand même. J'ai fait des examens par la suite. On m'a dit que ça allait. C'était juste un œdème localisé. Mais bon, je me suis Voilà, quand même donc ça, rappelé de ce voilà. qu'avait dit le Donc, neurochirurgien. vous avez cette jeune femme en face de vous qui a eu commotion. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, qui te connaît bien, je pense, qui a écrit « Et tout ça, mine de rien ». Et en fait, ça pourrait être ton surnom parce que quand on s'écrit, Surnom. mine de rien. C'est mon surnom depuis petite. Ah, bah tu vois, voilà, mais ça te va tellement bien. Parce que, voilà, là tu ne m'avais pas dit, mais je découvre que tu as fait beaucoup de plongée. Alors, effectivement, tu as fait des études de biologie marine, donc et du littoral. Mais toi, tu es quand même incroyable, hein, parce que c'est tout. Hop, alors moi, j'ai une petite hémorragie, enfin, j'ai une grosse hémorragie cérébrale. On ne me dit de pas faire de plongée ni de montagne. Alors, j'arrête la plongée. Bon, je ne fais pas de la haute montagne, je fais juste le Mont Blanc. Hein. Tu redescends, tu as des œdèmes, tu vas valider que ce n'est pas trop grave, donc c'est pas trop grave. Alors là, on est en 2013. Entre-temps, tu passes au Quai d'Orsay, tu travailles beaucoup, on imagine. Et alors, qu'est-ce qui te prend par la tête en 2018? Alors, fin 2018, en fait, il se trouve que comme je ne suis pas diplomate, voilà, il y a des règles au sein de l'administration française et on ne peut pas rester plus de 4 ans quand on n'est pas diplomate. Enfin, ou alors on précise juste, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route, alors, regardons le replay hein, pour avoir la première partie, mais tu es au ministère des Affaires étrangères, au centre d'analyse, puis au centre de crise sur les questions religieuses. Voilà. Et là, tu peux pas rester. Enfin, ton avenir. Voilà, j'aurais pu éventuellement faire une dérogation, rester une année de plus, mais au final, ça n'aurait rien changé. J'aurais dû partir parce que, voilà, comme je n'ai pas passé le concours de la diplomatie française. Et là, donc, je me suis retrouvée un peu face à un grand vide et je me suis dit bon maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et c'est quoi mon rêve, voilà. Je me suis revenue à l'essentiel. Voilà. C'est des revenue à l'essentiel et je me suis dit voilà, si j'ai une baguette magique, concrètement qu'est-ce que je fais, et là voilà, au-delà des obstacles, au-delà des peurs, etc. Et là forcément c'est l'idée de retourner dans l'Himalaya, mais cette fois-ci pour grimper, voilà, les 7000, 8000, voilà. Ça, là, tu as un signe encore, hein? Tu n'as pas un signe là? C'est pas là le signe? Alors, au départ, je suis partie au Népal fin 2018 où j'ai fait un 7000. Voilà. D'ailleurs, voilà le signe en fait. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon ascension au mon premier 7000. Voilà, à Limlung. Eh ben alors, c'est moi qui ai fixé la date, hein, c'est même pas. Voilà, je m'en suis rendu compte en fait aujourd'hui. Ah, voilà. Génial. Ah, ben, voilà. Bon anniversaire. Suite à ça, donc j'ai beaucoup aimé faire le 7000 et j'ai adoré cette expérience et je me suis dit, en rentrant en France, je me suis dit, maintenant, c'est quoi la suite? Et la suite, ça me paraissait tellement évident, c'était le 8000, quoi. Et ça a été ce qui était mon rêve, en fait, initial, mais depuis toujours. Tu m'avais raconté que tu avais fait une rencontre d'une Péruvienne. Oui, alors non, parce qu'en fait, je me suis quand même posé des questions avant de me décider concrètement de faire un 8000. Parce que entre le moment, voilà, même si la décision, elle était déjà prise au fond de moi, il y avait, voilà, c'était ça, mais il y avait quand même, j'étais assez envahie par les doutes et les peurs. Et je me disais que c'était quand même un petit peu inconscient parce qu'au final, mon expérience d'alpinisme ou d'himalayisme, ça se résume au Mont Blanc et à Limlung, enfin, avant de faire le 8000. Et je me suis dit, c'est quand même inconscient parce qu'entre un 7000 et un 8000, il y a quand même une sacrée différence. Ouais. Maintenant que j'ai fait les deux, je peux dire qu'il y a une énorme différence. Et c'est vrai, donc j'avais peur et donc j'étais envahie par les questionnements. J'avais peur de mourir tout simplement, de revenir amputée, enfin voilà, toutes sortes de questions. Et là, oui, j'ai demandé des signes et j'ai eu en effet des réponses et des synchronicités, on va dire. Et puis je des petites choses comme ça aussi, je me suis rendu compte que voilà, j'ai fait quelques séances de cryothérapie et, je me suis retrouvée en me retrouvant dans l'espèce de tube là, à moins 150 degrés. Alors bon, c'est pas du tout le même froid, hein, mais quand même, je me suis dit, si je suis capable voilà, d'être à 3 minutes à moins 150 degrés en petite culotte, ok, pourquoi pas faire le Lhotse. Et puis, je me suis dit également, il y a une Américaine aussi qui a descendu le couloir du Lhotse à ski.
qui s'appelle Hilary, alors j'ai oublié son nom de famille, à l'automne, justement à l'automne 2018, pendant que moi je faisais l'Imlung. Et cette américaine, en fait, je me suis dit, bah, si elle est capable de descendre à ski le Lhotse, bah, je suis capable de le grimper, de le descendre. Parce que autant en alpinisme et en himalayisme, j'ai pas vraiment de notion, je suis pas familière avec ce monde-là. Mais en ski, je me rends plus compte du degré de difficulté parce que j'ai beaucoup skié étant jeune, parce que je Donc venais régulièrement à Chamonix. tu te dis, si elle peut descendre, moi je peux monter. Voilà, je me suis dit pour le ski, parce que j'ai plus de facilité, moi, à voir les difficultés en ski, parce que j'ai fait beaucoup de ski étant jeune et j'ai fait un peu de compétition, etc. Mais alors, voilà, si on parle d'alpinisme et d'himalayisme, j'avais du mal, en fait, à mesurer, voilà, oui, en effet, les difficultés. Donc là, en fait, l'histoire, c'est que tu avais rencontré une Péruvienne qui a appelé son amie qui était à Saint-Malo, qui était au Népal. Donc, parce que Oriane, elle écoute, elle a raison, elle voit du ski partout. Alors, partout, peut-être pas, j'essaye de pas trop en voir non plus. Mais... Non, mais c'est bien parce que tu écoutes ta petite voix intérieure. C'est terre à terre aussi. Hein. Et alors, évidemment, le 7000, pour nous, moi, j'ai peur, j'ai le vertige en montagne. Donc, pour moi, je suis une femme de la mer et pas de la montagne, ça me fait peur. Donc, déjà, pour moi, déjà le Mont Blanc, c'est énorme. Mais alors, un 7000, on n'en parle même pas. Mais alors, toi, tu passes sur ton expérience 7000 assez vite parce que tu dis finalement, c'est 2 mois. Hein, tu passes 2 mois là-bas. On va un mois plutôt, ouais. Mois. Mais bon, après, j'ai une petite préparation avant quand même. On va passer rapidement. Tu fais ton 7000 fin 2018, tu reviens et finalement, il se passe très peu de temps entre le moment où tu es revenu à Chamonix, tu fêtes tes 40 ans. Voilà, tout à fait. Tu fêtes tes 40 ans, tu fais une grande fête. Et puis, très peu de temps après, tu décides que ça y est, c'est maintenant. Tu repars pour faire. Voilà, je me suis dit, faut passer à l'action et il faut foncer. Et bien sûr, il y a quand on se lance dans ce type d'aventure, il y a une énorme, il y a une prise de risque. Hein, mais là, la prise de risque, c'est vrai qu'elle était, voilà, ça peut me coûter la vie. Donc c'est vrai que j'ai quand même réfléchi. Puis au bout d'un moment, je fonce. C'est ça que je veux faire. Et puis j'ai une question parce que est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu n'as pas foncé dans ta vie? Peut-être point de vue sentimental, peut-être. Ah, bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Qu'on n'abordera pas ce soir. Voilà. Sinon, dans tes actions donc, tournées vers l'extérieur, à chaque fois que tu as eu envie de faire quelque chose, tu as toujours trouvé le déclic pour le faire. Je l'ai, mais il faut que j'en ai l'envie, vraiment. Mais voilà. Parfois, on a envie. Mais c'est pas simple. Je dis, il faut quand même fournir les efforts et à la fois, j'ai eu beaucoup de chance, à la fois, je me rends compte de la chance que j'ai eue et j'ai fait aussi les rencontres au bon moment, etc. Mais les choses ne sont pas arrivées toutes seules. Voilà. Alors, moi, je dis toujours, j'aide la chance à IDE. Voilà. Tu vois voilà. La chance, moi, j'y crois assez peu, en fait. Hein. Je pense qu'on est. Voilà, il faut prendre les bonnes décisions pour créer les opportunités. Donc voilà, on arrive quelques semaines, mois après le 7000, puisque là on est au printemps 2019, avril 2019. Voilà. Et là, alors là tu vas prendre ton temps, il est déjà 19h39, on t'écouterait pendant des heures, mais il faut que tu nous racontes. Moi je vais raconter juste vite fait. Oriane, elle se retrouve dans une équipe de 30 personnes, 29 hommes et Oriane. Donc ça, pourquoi pas, c'est pas forcément grave. Avec les Sherpas, il y a de mémoire des Canadiens, des Saoudiens, une équipe américaine dirigée par un homme. Et quel homme, parce que tu nous en parleras. Et en fait, ce qui est intéressant dans son histoire à Oriane, c'est que, alors c'est une action audacieuse, courageuse, extrême. C'est une aventure extrême, que vous allez voir quand elle va raconter. Une aventure humaine extrêmement difficile. Et souvent, quand on raconte des histoires d'exploits, ce sont des belles histoires. Et ça, c'est très intéressant, l'histoire d'Oriane, parce que c'est une belle histoire, parce qu'elle a accompli ce qu'elle avait envie d'accomplir jusqu'au bout, malgré là des signes qui n'étaient pas toujours positifs. Hein. Non, pas du tout. Mais si vous avez écouté, je serais redescendue probablement. Au final, ça a été une histoire douloureuse, physiquement et psychologiquement. Psychologiquement. Maintenant, tu as 10 minutes pour nous raconter l'Otse. Je vais essayer de ne pas te couper en te racontant vraiment les points. Il y a quelques points
Notamment, enfin, tu nous raconteras l'histoire de la tente, l'histoire des crampons, l'histoire du Sherpa qui s'en va. Elle a tout eu. Alors je dis, la tente a brûlé, elle a perdu son crampon. Enfin bon, il s'est passé des tas de choses très difficiles qui auraient pu la faire abandonner. Elle n'a jamais abandonné. Alors là, chapeau, jamais abandonné. L'ascension s'est faite dans la douleur, on peut dire quand même dans la douleur. Raconte-nous tout ça. Je vais essayer d'être synthétique parce que voilà, en 10 minutes ou moins de 10 minutes. Donc, j'arrive à Katmandou. Je suis arrivée un peu avant le début d'expédition. Donc, je vais peut-être pas revenir sur la préparation, mais voilà, il y a une préparation en tout cas physique, mentale, parce que le mental est extrêmement important. C'est en haut le physique, voilà, il a du mal à suivre. Donc, si on n'a pas un mental qui est fort, donc j'ai aussi voilà, pratiqué le yoga, la méditation, les exercices de respiration, enfin voilà, pour m'aider. Et puis voilà, après je suis partie, j'ai commencé l'expédition, donc je suis allée au camp de base de l'Everest. Donc il y a tout un trek voilà, qui est assez connu et qui mène au camp de base. Et là, je me suis préparée. Là, on est à quelle altitude? Alors, le camp de base de l'Everest, c'est à peu près à 5002, 5003. Et donc, je me suis préparée au fur et à mesure, c'est-à-dire que je faisais des allers-retours avec la montagne qui est à côté, c'est le Kalapatar qui est à 5650. Donc, je descendais du camp de base de l'Everest, je montais voilà, le Kalapatar et j'ai fait ça plusieurs fois voilà, pour m'entraîner. Et puis, j'ai fait aussi un pic pour l'acclimatation qui s'appelle le Lobouché. Et là, ça se passe bien, t'es pas malade, tout. Bah si, j'étais un peu malade quand même. C'est la seule fois où j'étais vraiment malade. Si j'ai eu comme une gastro-entérite et puis donc là j'étais vraiment faible pour faire le Lobouché et je me suis dit oh là là ça commence comme ça. J'avais déjà voilà j'étais assez fit et enfin bon après le confinement c'est moins ça mais j'avais déjà perdu quelques kilos avec la gastro-entérite et là j'étais vraiment très faible et je me suis dit si ça commence comme ça je vais jamais y arriver quoi, j'y arriverai pas, mais j'avais déjà plus d'énergie pour faire un petit pic que j'ai fait quoi, le 6100. 6100, un petit pic elle dit, un petit 6000. Voilà, mais bon après finalement bah, j'ai récupéré mon énergie etc. Et donc là il y a la période là il y a les bah, on commence après à grimper entre les différents camps, donc il y a toute la période d'acclimatation. Donc l'idée c'est de produire le maximum en fait de globules rouges en fait pour s'acclimater, pour compenser le manque d'oxygène. Donc en fait on va faire des allers-retours entre les différents camps. Le camp 1 qui est à 6000 mètres, enfin 6100, le camp 2 qui est à 6004. Bah, en fait, ça dépend vraiment, mais moi, en fait, il y a plusieurs stratégies. C'est-à-dire, et moi, j'ai décidé, j'ai opté pour une seule rotation parce que normalement, avant de faire un sommet à 8000, on fait 2 à 3 rotations, donc entre les différents camps supérieurs, pour justement produire voilà, les rouges. Et en fait, moi, j'ai décidé de ne faire qu'une rotation pour éviter le passage par la cascade de glace, qui est assez qui est très dangereux parce qu'on peut finalement, c'est un petit peu la loterie, on peut prendre un sérac à n'importe quel moment. Donc voilà, pour moi, la cascade de glace, c'était vraiment le passage le plus, le plus périlleux si je peux dire ainsi. Et j'ai choisi de faire qu'une seule rotation et parce que j'avais fait le Lobouché avant, le Lobouché Peak, et parce que aussi je suis restée coincée. C'était pas prévu, je suis restée coincée une semaine en pleine tempête au camp 2 qui est à 6004. Donc là, j'ai eu le temps de produire des globules rouges. Donc ça a été, voilà, parce que j'étais coincée par la tempête. Tu es avec l'équipe ou tu n'es pas du tout? Alors, il y avait seulement quelques-uns, on n'était que 3 en fait, 3 ou 4, je ne sais plus. Mais il y en avait déjà certains qui étaient en bas qui n'avaient pas réussi à grimper en fait. Ah, déjà. Alors. Et voilà, et donc je me suis retrouvée. Donc à la fin de la tempête, j'ai réussi à toucher le camp 3 qui est à 7100. Là, pour les néophytes comme moi, il fait quelle température à l'extérieur? Alors, je ne sais pas, mais au camp de base, dans la tente, il faisait déjà moins 20 degrés en début avril, enfin avril. Donc, il faisait très froid. Moi, je dormais avec 2 sacs de couchage, tout habillé. Enfin, c'était assez rude. On a froid tout le temps.
Oh mon Dieu. Non, la journée, il pouvait faire très chaud. Il y avait Ah bon? des écarts de température énormes. Non, la journée, il pouvait faire très chaud. Mais par contre, dès que le soleil se couchait, là, il était extrêmement froid. Hein. Et c'est pour ça que, alors j'arrivais un petit peu à dormir au camp de base, mais sinon, le reste du temps, j'ai vraiment eu du mal à dormir, surtout la dernière semaine de l'ascension. Avec le froid. Voilà, Dormir. exactement. Et Et là, tu puis, n'as pas besoin d'oxygène, là encore. alors, pas encore. Non, Non. non, non, non. D'accord. Donc, j'ai fait ma période d'acclimatation. Je suis redescendue. On a attendu après, il y a le repos. On a attendu le bon créneau météo. Et donc là, l'ascension a démarré. Et là, ça a été, enfin, pas que l'ascension, en fait, mais toute l'expédition a été une succession de défis, en fait, à tout Ouais. niveau. Enfin, pour résumer, hein, parce que je me dis, Raconte-nous les défis humains déjà, parce que c'est quand voilà, même mais pas. alors déjà physiquement, si on prend physiquement le manque d'oxygène, voilà, donc ça c'est très fatigant, voilà, et surtout que je précise, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, en fait, on m'avait dit que les menstruations s'arrêtent quand on est en voilà ce type de hauteur. Ce qui s'était Ouais. passé pour le Limlung, sauf que moi, ça a été tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu mes menstruations 3 fois en 6 semaines. Donc mon corps, à la fois, est obligé de produire plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène, et à la fois, j'en perdais. Donc, et j'ai réussi à avoir même le jour à déclencher mes menstruations à 8000 mètres le jour même du sommet, ce qui, à mon avis, je ne pense pas que ça doit arriver souvent. Donc voilà, j'étais extrêmement fatiguée. Et puis il y a le froid qui use, et puis bien sûr, voilà, le manque de sommeil. Donc tout ça, quand je suis rentrée après l'expédition, j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Et tout ça dans une ambiance dure. Voilà. Mais avant de parler de l'ambiance dure, je dirais il y a aussi le challenge, en fait, d'être tout le temps en fait dans un environnement incertain, c'est-à-dire et puis dans l'incertitude, et puis face à la mort, parce que bon, déjà les dangers derrière, ça peut être peut y avoir une chute, voilà, un sérac qui se casse la gueule, peut y avoir une avalanche, tomber dans une crevasse, d'ailleurs, il y en a qui sont pierre. Et dans mon équipe, voilà, dans mon équipe déjà, il y a eu, c'était une série d'incidents. Alors c'était vraiment l'équipe catastrophe. Je pense que j'ai probablement eu une des équipes les pires de l'expédition Everest et de l'autre. Alors, pour résumer, il y en a un Brésilien qui est tombé dans une crevasse, il a fait une chute de 25 mètres, donc il s'en est sorti heureusement. Et il y a son copain guide qui a eu une pneumonie, la télé brésilienne qui était là, la plus grande chaîne de télé brésilienne, qui finalement a quitté parce que ça servait à rien justement de filmer, puisque les Brésiliens ne pouvaient plus continuer. Les Américains, il y en a 2 qui ont été évacués par hélico et début d'œdème. Ça fait envie. Voilà, c'est ça. Il y en a un autre qui n'a même pas continué, il est resté au camp de base parce qu'il avait déjà, il était tout brûlé, il était incapable de monter plus haut. Le Saoudien était pris dans une avalanche sur la cascade de glace, pas très loin juste après moi d'ailleurs, donc j'aurais très bien pu y être. Un des Sherpas qui est mort aussi, œdème. Ça, c'est toujours mine de rien. Pulmonaire ou cérébral, je ne sais plus. Toi, tu penses quoi, là, Oriane? Comment? Tout ça est en train d'arriver, donc crevasse, évacuation, décès. Qu'est-ce que tu penses, toi? Toi, tu es très fatiguée. En fait, c'est que moi, je me dis, c'est pas possible, ça va s'arrêter quand? En fait, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas dans cette équipe? Parce que bon, il y avait aussi d'autres éléments. Voilà, mais même moi personnellement, voilà, je suis pas tombée dans une crevasse heureusement ou quoi que ce soit, mais j'ai eu toute une série de problèmes, et ça par rapport à ça, parce que on a beau anticiper, on a beau planifier, on a beau penser à tous les scénarios possibles, c'est vraiment, on est dans l'incertitude la plus totale, et souvent on prend des décisions, on ne sait pas vraiment si elles sont correctes, si elles sont justes ou pas, on les prend à l'instant T, mais sans avoir vraiment une vision d'ensemble, hein. Et ça, c'est extrêmement dur aussi à gérer, parce que
Et personnellement, moi, j'ai eu pas mal d'incidents puisque, bon, mon Sherpa, comme tu disais, mon Sherpa, en fait, son Sherpa, c'est un peu sa vie, en fait. C'est le choix du Sherpa est essentiel. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est quand on va faire un 8000, si on a le moindre problème, c'est le Sherpa qui est là. Donc, et il se trouve que le Sherpa que moi j'avais choisi initialement, je voulais ce Sherpa. Voilà, c'était vraiment important. Ben, il m'a lâché donc 24 heures avant le sommet. Alors, il était malade, mais je pense qu'on était tous très faibles en fait. Mais bon, je pense qu'il avait juste pas envie de grimper et son but c'était de faire l'Everest et pas l'Otse parce que l'Everest C'est c'est pour plus des raisons prestigieux. financières. Voilà. Et voilà, et qu'en plus son bonus aurait été double s'il avait fait l'Everest. Donc pour lui finalement, ça l'apportait peu, je pense, de faire le Lhotse. Donc il m'a lâché 24 heures avant. Euh, donc je me suis retrouvée avec un Sherpa que je connaissais pas, mais finalement c'était mieux comme ça. J'ai eu un problème avec mon masque à oxygène, en fait, l'embout qui s'est cassé. Enfin, il y a eu un souci, en fait, au niveau des masques à oxygène, c'est-à-dire le masque que je devais avoir initialement. Je me suis retrouvée avec un autre masque au camp 3. Donc, voilà. Et en fait, il se trouve que le masque s'est cassé quand j'étais au camp 4, donc à près de 8000 mètres. Donc, écoute, les signes, là, c'était quand même des signes assez négatifs. Voilà, bah là, je me suis dit, et là, ça a été l'effondrement, ça a été la chute totale parce que arriver si proche du but à quelques heures du sommet et devoir y renoncer, voilà, parce qu'il y a un petit embout ridicule qui est cassé. Et là, ça a été extrêmement difficile. Ça a demandé un certain. Enfin, le lâcher prise a fini par arriver, mais il n'est pas venu tout de suite. Et bon, bah, il y a une solution qui a été finalement trouvée. Alors, ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe, donc tu as retrouvé un masque, mais dans ta tête, parce que je te dis, mais comment tu faisais? Et tu me dis, ben, en fait, j'ai une amie qui m'avait envoyé des mantras. Et donc, tu te récitais dans ta tête. Oui, alors ça, c'est pendant tout. Alors, pas des mantras. Moi, j'ai mes mantras, mais elle m'avait envoyé. Ça, c'est par rapport à l'ambiance, l'ambiance conflictuelle de mon équipe. Mais c'est vrai que j'ai prié, j'ai médité aussi pendant toute l'expédition. J'avais aussi effectué, moi, des cérémonies. Enfin, il y a une cérémonie pour toute l'expédition au camp de base, mais moi-même, j'avais effectué aussi ma propre puja. On appelle ça voilà, c'est le terme pour une cérémonie. Avant même le début de l'expédition, voilà, je suis. Voilà, Et tu me dis tout des ça. choses même très simples. Je suis forte, je vais y arriver. Donc, l'autosuggestion positive. Ouais, ça c'était pour renforcer mon estime de moi-même par rapport au fait que voilà, ça s'est très mal passé dans mon équipe en tant que femme. Et ça a été, je pense, au final, au-delà des incidents, parce que bon, il y a eu le masque à oxygène qui s'est cassé, il y a eu le feu dans ma tente aussi. Alors ça, on a beau imaginer tous les scénarios, celui-là, je l'avais pas prévu. Voilà, le crampon qui se barre en pleine ascension dans le couloir du Lhotse. Enfin, voilà, ça a été une succession d'incidents. Mais là, je pense que le plus dur pour moi, ça a été vraiment d'endurer la présence de cet homme, donc du leader américain qui est. Voilà, alors, juste pour situer, il y a une équipe américaine, ils sont 6, voilà. je crois, c'est ça? Oui, ils étaient 5. 5. Un leader qui est un chercheur américain connu, très connu, Voilà, tout à fait. un colosse de 2 mètres. À peu près, ouais. Parce qu'Oriane, elle ne va pas le dire, mais moi je le sais, donc je vais le dire, que Oriane était meilleure que lui. Voilà, elle était. Oriane, non mais t'avais des. Parce que tu vas pas je le ne dire. dirais pas meilleure que lui, mais au je moins, trouve qu'en fait. c'était très bonne. Au départ, en fait, bon, l'ambiance était neutre, voilà, cordiale. Et en fait, au fur et à mesure où il a vu que finalement, je me débrouillais mieux que la plupart, enfin, tout le reste de son équipe. Il y a une espèce de rivalité. Voilà. Il y a une C'est là où rivalité son comportement a commencé à changer. Quand, par exemple, j'ai été la première à toucher le camp 3, donc à atteindre le camp 3 et à revenir. Alors déjà, ça a été vraiment le changement radical d'attitude. C'est quoi? C'est de la jalousie, c'est de la rivalité. Oui, exactement, c'est de la pure jalousie. Donc on a commencé, enfin surtout lui, mais son équipe en fait m'a pas vraiment soutenu, à part un Américain qui lui c'était le seul qui m'a vraiment soutenu, mais les autres, voilà, après ça a été plutôt, on m'a ignoré.
Il Oui, disait, ça a quand je suis été. revenue en 3, ignorer, même pas bonjour, même pas comment ça va, rien. Enfin, mais ça a été, mais du jour au lendemain, enfin, tout de suite, quoi. Et après, par la suite, c'était des réflexions devant tout le monde, enfin, de la part du leader, voilà, qui finalement, qui disait que je devais, j'avais besoin de plus d'assistance que son équipe parce que j'avais pas pratiqué l'alpinisme, etc. Donc je devais payer plus mon Sherpa. Quand il appelait les US, il disait que son équipe, il le faisait exprès parce qu'il n'était pas loin de moi, donc il savait que j'écoutais, que son équipe était forte et que j'étais l'élément fragile du groupe, Oui, mais tout c'est ça pas vrai. Oui, pour pour te me fragiliser. fragiliser en fait. Et en fait, ce dont on n'a pas conscience, c'est que en temps normal, à basse altitude, voilà, des gens comme ça, des gens toxiques, voilà, on en rencontre partout dans la société, dans le milieu professionnel, on peut rencontrer dans la famille, partout. Mais sauf que là, c'est pas tout à fait le même contexte. Voilà. Et voilà, quand il y a le manque d'oxygène, il y a la peur, il y a les dangers, quand on est face à la mort. Ça peut pousser à la faute. Exactement, ça peut pousser et le moindre geste est fatal. Et je pense que, et c'est pour ça, je pense que pour moi déjà c'était une forme de harcèlement. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais sincèrement je pense que vu le contexte, c'était pour moi du harcèlement et même presque criminel parce que très bien à quel point le mental est important pour grimper, faire ce type d'expédition. Donc attaquer quelqu'un, surtout la seule femme de l'équipe, parce que j'étais la seule. Je trouve que voilà, Ouais, c'est violent, c'est violent. ouais. Ouais. Donc, Ça a été c'était une très expérience violent. humaine, tu vas dire, très, très dur, ouais, très dur. Et du coup, ma réponse, ça a été, bah, ça en est arrivé au clash, c'est-à-dire que j'ai fini par dire stop. Et ça, c'est peut-être un conseil que si je dois donner un conseil aux Dare Là, Women, enfin à tout les le monde. Hein. 57, je vois l'heure qui passe, et vraiment, je sais pas, on en refera, Oriane, mais juste concentrer sur ce que je pense. C'est oser dire non, Ouais. voilà, c'est oser dire non parce que voilà, il faut savoir s'affirmer et dire non aux situations qui ne conviennent pas. Et quelque part, je remercie mon persécuteur parce que ça a été l'occasion aussi moi de m'affirmer et de dire non. Voilà, mais c'est sûr, c'est pas Voilà. évident. Hein. Tu es monté au sommet, tu es monté jusqu'au sommet, seul, Voilà, tout à parce que pas soutenu par le groupe, donc c'est vraiment une expérience. Tu en avais un qui te soutenait. Ce que tu voilà, m'as dit aussi, c'est il a que récupéré mon crampon par miracle. ouais, donc tu avais perdu ton crampon. Tu Voilà. m'as dit qu'on ne t'avait pas prévenu, mais arrivé juste avant le sommet du Lhotse, tu découvres. Voilà, c'est la rencontre. Alors ça aussi, ça m'a marqué. Alors bien sûr, quand on fait ce type d'expédition, il faut s'attendre à avoir des morts, des cadavres, etc. Sauf que là, il y avait, quand je suis arrivée au sommet du Lhotse, il y avait, il y a un corps qui est là en fait depuis 7 ans. Il y a un Et cadavre. Ouais. cette personne, enfin cet individu, voilà, ce mort, l'air tellement vivant parce que son corps a tellement été bien Conservé par le froid. par la glace, par le froid, etc. Donc ça a été, c'est très perturbant quand on arrive. Alors déjà, on est dans la zone de mort. Donc la zone de mort, c'est au-dessus des 8000. Donc là, c'est tout, c'est inhumain en fait. C'est pas fait pour y Pour vivre les pour hommes, l'humain. Et du coup, et on se retrouve en plus en arrivant au sommet, quasiment, on se retrouve face à face avec ce corps, enfin, cet individu. Et puis on est obligé de le frôler parce qu'il est à côté des cordes fixes, donc on n'a pas le choix. Donc et c'est très perturbant. Donc c'est vraiment c'est la rencontre avec la mort. Là, on la voit directement en face, à presque à 8500 mètres. Donc ça marque. Ce sont des moments. Et là, tu arrives en haut, et quand je t'ai dit, mais émotionnellement, donc c'est un moment immense, j'imagine, mais que tu vis très seul, que tu peux même pas partager. Émotionnellement, je pense qu'on se rend. Alors si, mais ça a été de microsecondes. C'est à la fois il y a un sentiment d'énorme joie et en plus je me retrouve en face de l'Everest, donc c'est la mer. Donc finalement, pour moi, c'est lié à mon expérience, à mon hémorragie. C'est une victoire sur la mort. Voilà, ça représente énormément pour moi. Et à la fois, c'est tellement inhumain comme lieu, c'est tellement austère. Enfin, c'est pas fait pour voilà.
j'ai senti vite, il faut redescendre, quoi. C'est, je sens l'urgence et c'est tellement Alors, il est 20 heures, Oriane, on va redescendre ouais. avec toi. On va redescendre avec toi. Tu nous as fait effectivement grimper la montagne, donc moins 20 degrés. Je sais pas combien il fait. Il fait combien au haut du Lhotse? Il fait combien? Là, je pense qu'il devait faire moins 30, mais avec le vent, parce qu'après, il y a eu une tempête, Le vent, c'est terrible. Faire, ouais. Et donc, juste faire moins 40. Et tu redescends donc au camp, en fait, du Lhotse au camp de base, tu vas mettre combien de temps pour la redescente? Alors, j'ai repassé une nuit au camp 4, après une nuit au camp 2, 3 jours. 3 jours, d'accord. En tout, ça a duré 2 mois, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit? L'expédition à peu près, ouais. D'accord. Et pour redescendre, 3 jours. Après, qu'est-ce qui se passe? Au camp base. Après, je rentre en France et là, je rentre à Katmandou. Et là, c'est vrai que le retour a été extrêmement difficile. Je pense que j'ai vécu une sorte de stress, enfin, les mois qui ont suivi de post-traumatique. Et voilà, un peu comme un soldat qui revient de la guerre et qui a vu la mort en face. Alors, ce que je disais avant que tu arrives, j'ai dit il y a des exploits qui sont joyeux, parfois, et que le tien est difficile, mais c'est intéressant parce que on n'est pas dans un monde où tout se passe bien. Donc, tu as réussi avec souffrance. Effectivement, en rentrant, donc ça, j'imagine, ça fait travailler sur toi, sur beaucoup de choses. Comme on est obligé d'aller un peu vite. Ouais, tout à fait. Alors, évidemment, chez Dare Woman, il y a 3 questions que je vais te poser. La première, c'est si tu avais un conseil audacieux. Alors, tu peux en donner 2 si tu veux, mais le conseil audacieux que tu donnes aux femmes, notamment qui vont aussi bien pour les hommes, ces conseils, mais qui font qu'on arrive à s'accomplir, à accomplir ses rêves, parce que tu parlais de rêves, c'est quand même ça qui est important dans la vie, hein, c'est d'aller essayer de les toucher. Qu'est-ce que tu donnerais en priorité? Alors, le premier conseil qui peut paraître très simple, hein, mais qui n'est pas si facile à suivre, c'est d'oser tout simplement d'être soi, en fait, et oser croire en soi, oser croire en ses rêves, et voilà, et pas se laisser démonter par son entourage, voilà, par son environnement, et pas écouter les critiques négatives. Quitte à paraître égoïste, quitte à être jugé, parce que dans tous les cas on sera jugé, donc quoi qu'on fasse, et voilà, oser et foncer et être soi, en fait. Et c'est vraiment un travail, c'est un combat quotidien, parce que c'est pas facile d'être soi. Non, voilà. Et c'est la quête d'une vie. C'est la quête d'une vie. Exactement, voilà. C'est ce qu'on essaie de faire chez Dare Woman. On a apprendre à être soi, se connaître, voilà, pour mettre en avant ses talents et s'appuyer dessus. Merci Oriane pour ce conseil. La deuxième question, mais ça on les a un peu égrenés au cours de l'entretien, c'est les actions audacieuses qui ont changé le cours de ta vie. Alors toi, tu ne peux pas nous en donner une parce qu'il y en a 50. Donc tu es une femme particulièrement audacieuse. Hein. L'audace, c'est le passage à l'action. Donc tu n'as fait que passer à l'action toute ta vie. Donc voilà, bravo. Pour nous, c'est très très inspirant chez Dare Woman, des femmes comme toi. C'est un peu plus compliqué maintenant avec le Covid, etc. Évidemment. Et la question, quand même, c'est, même si on la devine, mais la prochaine étape, ton prochain rêve? Déjà publier mon deuxième livre, parce que j'ai écrit suite à l'expédition Lhotse, mais ce qui n'était pas prévu. J'avais jamais pensé écrire un livre sur l'expédition, mais il y avait tellement de choses à dire, et notamment sur les femmes en haute montagne, sur la mort. C'est un livre en anglais, mais un jour il sera forcément édité. Voilà, il a été écrit en anglais. J'essaie de le publier aux États-Unis, mais en fait, il se trouve que j'ai fait les démarches pendant. Voilà, donc cherche un éditeur. Hein. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent éditer une jeune femme formidable qui a une vie d'aventurière absolument incroyable, et contactez ou Dare Woman ou Oriane. Oriane, on va se dépêcher parce que Monsieur Macron va. Voilà. Et la version dont je cherche aussi maintenant à faire une version française. Donc voilà, c'est l'idée. Ça, c'est pour ton livre, mais tu m'as quand même parlé d'une autre montagne que tu Mais bien sûr que j'aimerais un jour grimper l'Everest. Et voilà. Aussi, éventuellement. Voilà, ça me plairait bien. Mais, tu vas le faire, forcément, tu vas le faire. Ça risque. Ça risque. En tout cas, voilà, on arrive à la fin. Oriane, c'est toujours trop court. Et alors, toi, on t'écouterait pendant des heures. Mais je pense qu'on se retrouvera pour que tu viennes nous raconter plus en détail des parties de tes aventures. En tout cas, des leçons. Parce que tu as vécu tellement de choses.
Voilà, et tu as beaucoup de choses à nous délivrer pour nous aider toutes à justement, parce que la question qui se pose quand on te regarde, mais comment elle fait pour faire tout ça? Comment elle a fait? Comment ça se fait que tu sois enfin, voilà, capable d'enchaîner autant d'aventures, autant d'envie, autant de passion, autant et le faire avec des vibrations. Enfin, on sent que c'est pas pour la galerie, c'est quelque chose que tu as en toi. C'est pas la performance, c'est voilà. Enfin, en tout cas, je le fais pour moi. Et puis il y a tout le côté spirituel qui est très intéressant aussi, et ça j'aimerais que tu nous en parles un peu plus un autre jour. En tout cas, un immense merci. Merci à toi, Tu nous as emmené et sur merci à tous. Voilà, sur le toit du monde. Avant peut-être des nouvelles moins réjouissantes. Je devais dire un mot sur Dare Woman. J'ai plus le temps, mais c'est pas grave. Suivez les actualités de Dare Woman, soit sur le site, soit sur Instagram. Notre prochaine interview est une jeune femme, rien à voir. Alors, qui est partie en voyage au Chili, dans les bidonvilles chiliens. Et avec cette aventure, elle a décidé de revenir avec un projet qui est de monter des baristas, des machines, des triporteurs à café en faisant travailler des SDF. Elle a 25 ans, elle est formidable, elle s'appelle Jennifer, son projet s'appelle le Café Gagnant et on la retrouve le 4 novembre. Voilà, sinon, toujours beaucoup d'actualités chez Dare Woman, mais ça, vous suivrez ça sur les réseaux sociaux. Oriane, un immense merci. Merci J'espère qu'on se voit très vite. Et j'espère inspirer d'autres femmes et, bien sûr, voilà, évidemment. Et les hommes à croire en leurs rêves et à foncer. Merci Oriane, à bientôt. Merci, au revoir. Merci Frédéric. Au revoir, merci. Au revoir et merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci. Au revoir à tous. Au revoir à tout le monde. Merci.